Alors, bonjour Santa, nous voilà au colloque organisé par Ariane Biran et la Ligue. Qu'est-ce qui t'a fait venir en fait? Écoute, c'est Ariane, la rencontre avec Ariane, on va Ouais, dire, et qui s'est faite en fait, qui s'est articulée un petit peu autour de notre amie commune, ou en tout cas une héroïne commune qui est Vera Sharav. d'accord. Et donc autour de tout ce qui est l'agenda totalitaire. Euh, Vera Sharav, dont j'ai justement profité du colloque, nous avons, Ariane et moi, profité du colloque pour annoncer la sortie sur cette rescapée des camps de concentration qui a fait toute une série de documentaires, on va dire, en 5 parties sur le parallèle entre la montée du nazisme et ce qui se passe depuis quelques années, là, en particulier avec le Covid. Et donc, je pense qu'on a chacune, Ariane et moi, une remonter, on va dire, le fil pour arriver vraiment à cette constatation de oui, il y a un agenda totalitaire, il y a une stratégie qui est là, qui est voilà, on sait qu'elle est décidée, elle est pensée, c'est intentionnel, c'est pas juste un hasard. Et donc là, on a eu l'occasion d'en discuter. Elle voulait d'ailleurs que je demande à Vera Sharav de préfacer un de ses livres qui va sortir en septembre. Donc c'est un petit peu comme ça que la rencontre s'est faite. D'accord. Et puis on a beaucoup échangé, on a vu que c'était les mêmes personnes souvent qui étaient impliquées dans les agendas, on va dire, au sommet, au niveau international, des organisations onusiennes, et les mêmes procédés, les mêmes façons de faire. Ouais. Et parce qu'on avait l'impression au début, les gens qui faisaient ce parallèle avec le nazisme, c'était très réfractaire. Et là, j'ai l'impression que la parole s'ouvre, de plus en plus de gens confirment ce discours en fait. Est-ce que tu as la même impression? Alors je pense que les gens ont toujours peur de le faire, d'une part parce qu'on est extrêmement agressé, d'autre part je comprends cette peur. Donc depuis des décennies, la technique, dès que quelqu'un critique par exemple la vaccination, là je parle spécifiquement de la vaccination qui est plus mon domaine, mais d'office on dit ce sont des terrorismes, ils sont d'extrême droite. Il m'est jamais arrivé d'organiser, on va dire, un événement qui concerne la vaccination et qui ne soit pas estampillé de cette espèce d'étiquette et qui n'a évidemment aucun fondement. Mais donc c'est une stratégie, on va dire, de contrôle, de tenter de contenir l'information pour que les gens aient peur et qu'ils n'aillent pas voir. Sans avoir vu, ils rejettent. Donc justement, par ailleurs, je comprends aussi, moi c'est quelque chose où j'étais un peu réticente, c'est-à-dire je voyais bien une démarche totalitaire en cours. Après, je n'étais pas une spécialiste de la question non plus. J'ai pas personnellement dans mon environnement familial ou cette expérience. Et donc, je trouvais qu'il était très délicat d'aller, entre guillemets, instrumentaliser éventuellement, brandir des slogans, des accusations, des parallèles qui auraient pu heurter beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que j'ai toujours choisi, en me disant, bah oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cette nature-là, je préfère en faire parler des gens qui l'ont vécu, des gens qui ont vraiment cette légitimité pour dire, comme quelqu'un comme Vera Sharav, pour dire ok, elle a passé 3 ans dans les camps, c'est son histoire, c'est l'histoire de sa vie, c'est contre cela qu'elle lutte avec son association. Donc voilà, je leur donne la parole. En tout cas, on essaye de le faire puisqu'on a été censuré à de multiples reprises. Mais je pense que maintenant, c'est clair, par rapport à l'agenda aussi, il y a quelques années, on voyait qu'entre guillemets, il y avait une politique, on va dire, criminelle d'une certaine manière. Après, parfois, ça peut être criminel, génocidaire, mais c'est, on va dire, un hasard, une mauvaise conséquence, conséquence fâcheuse. Il y a des scientifiques, je pense à Peter Rabi, par exemple, qui est ce scientifique qui a lancé toute une campagne de vaccination, je crois que c'était au Burkina Faso, pendant des années, vraiment des gens idéalistes, qui veulent faire le bien et qui s'est aperçu au bout de 30 ou 40 ans, mon Dieu, au lieu de sauver des vies, ce qu'on a fait, en fait, on a tué des enfants. C'est clair que ce n'est pas des gens qui avaient l'intention de le faire. À partir du moment où ces gens-là s'en rendent compte, ou des gens s'en rendent compte, vont frapper à la porte de l'OMS, de l'UNICEF, des gens qui mettent ces politiques en place en leur disant « Vous savez ce que vous faites, en fait, c'est contre-productif, c'est dangereux, ça tue des vies, qu'il n'y a aucune
réaction, que la seule réaction c'est on continue et on vous censure, là il y a une responsabilité criminelle qui s'installe. Donc à partir de ce moment-là, on s'est posé la question. Après, il y a d'autres politiques, par exemple liées à la vaccination, qui sont des politiques démographiques. Le fait qu'il y ait des vaccins stérilisants, je veux dire, ce n'est même pas à démontrer. Il y a des gens qui ont travaillé, je pense à un scientifique indien qui s'appelle Talwar, il a passé toute sa carrière à chercher, à développer des vaccins stérilisants. Donc, on ne va pas dire qu'on n'y a jamais pensé. Ça existe, ça a été utilisé, on a des exemples dans de nombreux pays, évidemment des pays en voie de développement. Il y a des procès aussi contre ça. Tout à fait, où ces vaccins ont été utilisés d'une manière, même dans le mode d'administration, c'est-à-dire en répétant plusieurs fois, parce que pour que ça ait vraiment cet effet-là, il faut un calendrier vaccinal différent. Donc là, il y avait clairement une intention, je vais dire, criminelle de stériliser de force des populations. Donc là, on voit, il y a des preuves d'un agenda eugéniste, on le sait. Maintenant, on comprend que ça se fait à l'échelle globale. Et ça, je pense que vraiment la pandémie nous en a donné les preuves. Et est-ce que tu penses qu'en fait, il y a plus de gens qui vont s'ouvrir sur un autre regard sur la vaccination pour sortir de cette croyance que les vaccins ont sauvé des millions de vies et qu'ils sont tous sûrs et efficaces et sans danger? Oui, enfin, je pense que c'est pas une pensée, c'est déjà un fait. Alors peut-être pas encore assez. Je parlais pour tous les vaccins en fait. Oui. Mais bon, je prends l'exemple par exemple aux États-Unis. En Floride, la vaccination dans certains endroits, donc les vaccins pédiatriques, a énormément baissé. Quand je dis, c'est de manière drastique. Ça peut être dans certains États de 30%, 40%. Vraiment, Depuis la Covid, tu veux dire ? Oui. C'est-à-dire que là, les gens ont totalement perdu confiance. C'est-à-dire que le fait qu'on vaccine les enfants avec un vaccin Covid, alors qu'ils avaient quand même compris que c'était un produit expérimental, que les enfants ne couraient pas de risque, qu'il y avait des effets secondaires, etc. D'ailleurs, les gens très très peu vaccinés, il y a, je sais pas moi, 10% des enfants qui sont vaccinés avec les vaccins Covid, un peu plus peut-être, entre 10 et 20%. Mais les gens ont vraiment compris que ça, c'était pas normal. Et là, à ce moment-là, le doute est arrivé. Donc ce serait plutôt une bonne chose pour l'avenir pour toi ou... Oui, je pense. Donc là, il y a clairement, je veux dire, un changement de culture qui est en train de s'opérer. On sait par exemple que chaque personne qui s'interroge sur la vaccination, qui va faire des recherches, même si c'est une information qui date d'il y a 2-3 ans, donc maintenant, je veux dire, les informations sur Google, etc., sont beaucoup plus difficiles à retrouver. Tellement ça a été verrouillé dans les algorithmes, en fait. Surtout les algorithmes de recherche qui ne permettent plus de trouver aucune information. Mais en tout cas, on sait que quand des parents faisaient des recherches, qu'il y avait encore moyen de trouver, entre guillemets, une information et celle qui la contredit, il y en avait 5 qui, entre guillemets, devenaient vaccinosceptiques pour un qui était convaincu par les arguments, on va dire, de la doxa. Donc, c'est clair. Est-ce que tu as entendu là, à ce colloque, enfin, tu as pu assister à quelques conférences, est-ce que tu as appris des choses, ça t'a confirmé ou... Aujourd'hui ? Oui. Oui, je pense que c'est vraiment... Alors, la première chose que ça nous apprend, c'est que ces agendas sont vraiment... C'est très, très rapide. La manière dont ils nous atteignent, ce sont des agendas internationaux. Et la manière dont c'est transposé jusque dans les villes, les écoles, le quotidien, voilà, partout à la fois sur la planète. Je pense que l'agenda de la vaccination, c'est un agenda qui est là depuis 200 ans. Tout ce qui est les droits sexuels, l'identité de genre, etc. Je ne vais pas dire que ce n'était pas là avant, mais là, il y a vraiment quelque chose avec tout cet agenda transgenre et qui est très récent. Et donc, ça s'est fait très très vite. Donc ça, moi, je trouve que c'est assez effrayant de voir comme, en fait, il n'y a plus de souveraineté, on va dire, de la part de nos politiques, ni au niveau national, ni au niveau local. Donc voilà, tout ça est intégré dans les programmes scolaires,
Et est-ce que tu crois que cette rapidité, ça peut être à l'avantage de la prise de conscience ou pas? Peut-être qu'à vouloir aller trop vite, on se plante. Disons que je pense que toucher aux enfants de cette manière-là, il y a quand même beaucoup de gens qui résistent. Enfin, ouais. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, à partir du moment où ils ont une porte d'entrée, certains, ça va être la vaccination, d'autres, ça va être la pédophilie, d'autres, ça va être une autre partie, on va dire, du programme de surveillance. Hein. Bon, ça va être les passes sanitaires ou ce qu'on est en train de faire au niveau monétaire, parce que tout ça est lié, évidemment. L'objectif étant d'avoir un contrôle de chaque être humain via une appli, son téléphone, une carte, un pass, peu importe. Donc à travers cette monnaie des banques centrales, hein, monnaie digitale, numérique. Le problème, c'est pas que la monnaie soit digitale ou numérique, c'est qu'en fait ce soit un instrument de contrôle, que ce soit même pas une monnaie, des accès, des crédits de liberté, c'est ça. Donc là, je pense que une fois que les gens ont mis le pied, on va dire, dans l'autre information, à ce moment-là, ils s'intéressent aux autres pièces du puzzle. Et c'est justement en organisant, je dirais, des journées comme celle d'aujourd'hui, où on peut rassembler les différentes pièces, et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire ceux qui sont déjà bien introduits à un domaine peuvent aussi comprendre la manière dont les autres sont tout aussi, on va dire, pervertis, investis et pervertis. Oui. Et tu vois ça en fait à travers toute l'Europe, parce que toi tu vis en Belgique, tu vois les mêmes procédés partout, Belgique, France. Complètement. Donc par exemple aux Pays-Bas, je voyais l'autre jour une vidéo où on apprend aux enfants à se masturber à la maternelle. Donc oui, ça c'est partout. Alors bon, c'est clair que dans les pays du Nord, c'est plus poussé que chez nous, que dans les pays du Sud. Il y a quand même une différence culturelle. Donc c'est encore plus grave là-bas. Mais tu veux dire que les pays du Sud protègent plus la famille, peut-être qu'ils sont encore plus il famille y a et le côté moins... un peu plus catholique, etc. Plus de pudeur par rapport... Je ne sais pas si les gens sont encore croyants, mais en tout cas dans l'héritage, on va dire, culturel, traditionnel, dans la conception de la famille, etc. Alors que, on va dire, la libération sexuelle a été fort poussée dans certains pays du Nord. On connaît l'exemple de la Suède, de la Norvège, ces pays-là, ou les Pays-Bas. Mais ça, Ariane Billerand l'a très bien démontré. En fait, ce sont des programmes qui vont avec le totalitarisme. C'est-à-dire que le trauma, infliger le trauma au plus jeune âge, est en réalité une nécessité pour pouvoir prendre le contrôle psychique et comportemental des individus. Comment? Et ça, c'est très intéressant parce que ces divers travaux se répondent. Quand je vois les témoignages, par exemple, dans cette série de Vera Sharaf dont je parlais au début de l'interview, il y a par exemple des gens qui disent, voilà, moi je questionnais toujours ma grand-mère, pourquoi est-ce que les gens ont accepté de suivre? Pourquoi est-ce que des braves gens sont devenus des monstres en 2-3 années? Et donc là, ça s'explique par quoi? Par à la fois une stratégie, une volonté, on va dire, c'est vraiment du contrôle mental, c'est vraiment ces programmes comme MK Ultra, on va dire, etc. Donc ils connaissent, ils ont ils avaient déjà travaillé les nazis là-dessus, en fait, sur le trauma. C'est des choses qui viennent des nazis et ils ont une connaissance technique de comment faire pour traumatiser la personne afin de l'empêcher de penser, afin de la mettre dans un état de paralysie, de peur et de pouvoir la manipuler. Et ça, c'est vrai, ce sont des techniques qui viennent des nazis. Et alors là, Ariane explique ça très bien dans son travail, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait à la fois dans le profil psychopathologique individuel, va répondre évidemment à ce qu'on essaye d'induire comme trauma au niveau, on va dire, des opérations gouvernementales, on va dire. D'accord. Et donc dans ta lettre, puisque il y a la lettre de Senta, tu reprends donc tous ces sujets. Ah oui, j'essaie, oui, vaccination, parce que c'est vaste. Voilà, oui, mais c'est intéressant d'avoir des petits billets comme ça, mettre des petites pointes pour... Par exemple, on avait fait un docteton, enfin pas un docteton, une émission avec Cécile Maïchak.
Et je me suis dit, ça va être l'occasion de montrer tous les parallèles, par exemple, entre l'autisme et voilà, cet agenda, cette imposture, on va dire, des droits sexuels. Et on voit qu'il y en a beaucoup. Oui, il y a bien sûr la volonté de retirer l'autorité parentale, mais il y a aussi de la propagande, l'intrusion, l'effraction dans l'espace corporel ou physique dès pratiquement la naissance. Enfin, il y a vraiment une série le déni, enfin, il y a vraiment une série de points communs. C'est intéressant. D'accord. Écoute, merci beaucoup, Senta. Avec Merci. plaisir.